Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette deuxième capsule. Cette fois-ci, je vais davantage aborder en fait comment adresser en fait des situations particulières qui peuvent arriver avec PsychoPy. Ça va aller à deux plans là. Premier plan, on va aller davantage sur les messages d'erreur un peu, simplement pour illustrer en fait comment gérer ceci. Généralement, les messages d'erreur sont très simples et très straight to the point, si on veut. Alors, je vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Je vais davantage prendre de temps pour aborder un deuxième cas de figure, qui est plus le programme qu'on implémente ou qu'on fait ne plante pas, mais ne se comporte pas comme on le souhaite. Et dans ce moment-là, je vais essayer un peu d'illustrer une démarche sur pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. OK? Et là, vous l'aurez peut-être remarqué là, quand vous voulez implémenter quelque chose, que ce soit dans le cadre d'implémenter une tâche en psychologie ou que ce soit dans le cadre d'analyse statistique, les messages d'erreur, il y en a tout le temps. Et ça demande beaucoup de patience parfois pour se figurer qu'est-ce qui en est. Alors, mon but, c'est simplement en fait de vous initier à peut-être de manière plus pragmatique d'arriver à vos fins. D'accord? Alors, on va commencer ça. Je vais partager mon écran encore une fois. Donc ici, j'ai une tâche. Donc là, je vous explique. Je vous rappelle, le but de ce qu'on fait, c'est simplement de faire en sorte qu'on a un carré qui bouge et d'avoir une souris qui bouge le carré en question. Le carré doit bouger de manière aléatoire. Et quand j'ai moi-même essayé d'implémenter cette tâche-là, en fait, au départ, j'étais parti avec une idée qui allait en fait comme si, je vous l'explique rapidement. Donc, grosso modo, en fait, j'ai simplement en fait créé des variables de base. Donc là, j'ai my position encore une fois, mais j'ai aussi my duration. Simplement vu que j'avais une souris, j'avais aussi un carré qui était présenté, je voulais que les deux aient la même durée. Donc là, plutôt que à chacune de mes composantes mettre la durée en tant que telle, j'ai simplement créé une variable my duration, puis j'ai inscrit my duration partout. Comme ça, si jamais je voulais faire un changement, c'était plus facile pour moi de faire ça. D'ailleurs, tiens, on peut le faire si vous voulez, là, ou pas. Je vais mettre à 10 secondes vu que c'est une démo. Euh, et là, vous voyez ici, on a simplement, en fait, moi, je voulais que le curseur soit un cercle, là. Donc là, j'ai mis ma souris comme étant invisible dans ça. Et j'ai fait en sorte que la position, en fait, du curseur change en fonction de la position de la souris. Je vais vous montrer ça après. Et au fond, ce que j'ai fait, j'ai simplement fait en sorte que le carré en question qui bouge va bouger de manière aléatoire en fonction de l'axe des X ou des Y en tant que tel. Donc là, vous voyez ici, on a ça. Regardez maintenant dans H-Frame ce que j'ai fait là, rapidement. Ici, cette ligne-là était nécessaire avant, mais elle ne l'est plus maintenant là. Il fallait absolument, avant, dans d'anciennes versions de CyclePy, indiquer si on avait un stimuli qui bougeait, que on avait la permission que le stimulus bouge en tant que tel. Donc là, on devait absolument faire cette ligne de code-là en tant que tel les, pour le stimulus qui bougeait. Donc là, si j'avais un carré qui bougeait, je devais absolument jouer finalement avec ces attributs-là et dire que c'était vrai. C'est plus nécessaire maintenant. On peut très bien le mettre en commentaire et ça ne va rien changer. D'accord? Ça, c'est une chose. Autre chose ici. Donc là, ici, ça, ici, ce que j'ai fait. Première solution que j'avais par rapport à mon défi de faire en sorte qu'on a un carré qui bouge de manière aléatoire, je me suis dit, ouais, mais est-ce qu'on peut créer des murs imaginaires? Des murs qui auraient en fait, qui seraient en fait sur l'axe des X et l'axe des Y. Donc là, on aurait deux murs. Si on a une collision sur un des murs, on va juste changer finalement de direction. Puis si on rentre en collision sur un autre mur, ben, on va continuer comme ça finalement. Est-ce que ça peut être une option? Écoutez, je ne veux pas faire de divulgachère, mais ce n'est pas une bonne idée finalement. Euh, et grosso modo, en fait, ce que je faisais après, vous voyez, ici, j'avais ma position en fait qui se mettait à jour, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente en tant que tel. Et regardez, si on a un cas de figure qu'on a l'axe des X ou l'axe des Y de la position de mon carré qui était plus grand ou plus petit, dépendamment d'un des murs affectifs que je me faisais, ben, le carré allait simplement changer de direction, d'accord? Je ne vais pas expliquer tout le rationnel là, mais c'est quand même assez simple. Si on a la position sur l'axe des X de mon carré qui est plus grand qu'un mur imaginaire qui aurait été là, évidemment, ça aurait été dans une autre direction à ce moment-là. Et si, admettons, qu'on a plutôt l'axe des X de mon carré qui est à gauche, donc là qui est négatif, qui est encore plus petit qu'un mur fictif qui aurait été là, ça aurait été dans une autre direction, d'accord?
Donc, j'ai fait ça, c'était mon idée de base. Et là, regardez, on a certains désastres qui se déroulent en fait quand je roule ça. Alors, on va rouler ça et vous allez voir premier problème. OK, c'est quoi? Donc là, on a My duration is not defined. Donc là, je vous le rappelle, my duration, c'est vraiment la durée de présentation de l'ensemble des stimuli. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a my duration qui est bien fixé, qui est bien nommé. L'erreur, c'est quoi déjà? On peut juste regarder. On va juste fermer ça. Juste regarder l'erreur. On a un M majuscule. C'est peut-être plus des notions que vous savez peut-être déjà, mais je le réitère. Si on programme des choses, les noms de variables sont ce qu'on appelle case sensitive, d'accord? Ils sont sensibles aux majuscules. Alors là, je vais vous montrer où est-ce qu'il est le problème, là. S'il n'est pas là, il est forcément dans un des noms là-dedans. Donc là, est-ce qu'il est là? Non, ça va bien. Maintenant, est-ce qu'il est là? Oui. Donc là, on peut simplement le changer à ce moment-là. Euh, moi, disons qu'il y a différentes stratégies sur comment nommer les variables, et ça peut être un sujet de discussion aussi, que je ne vais pas nécessairement plonger de manière extensive, mais grosso modo, là, moi, je fais un tout en minuscule. OK? Ça libère beaucoup l'espace mental pour faire autre chose à ce moment-là. Euh, je dis ça parce que parfois, les personnes qui programment moins vont décider de mettre leur nom de variable en majuscule, puis parfois, certains noms de variables, quand ils veulent aller vite, ils vont le mettre en minuscule. Ça, c'est la recette parfaite pour avoir de la confusion et des désastres. OK? On ne veut pas ça. Personnellement, je recommande de mettre tout en minuscule et de séparer dans les cas de figure qu'on a plutôt comment dire, des noms de variables qui comportent plusieurs mots, de les séparer avec une barre en dessous. Une autre manière de faire, c'est ce qu'on appelle les camel case, là. Donc là, c'est vraiment des bosses de chameau, si on veut. Donc là, je pourrais très bien décider que my duration va s'appeler my duration, mais comme ça. Si, mettons, que je vais rajouter un autre mot après, ça peut très bien se faire. Faites-le comme vous voulez. Juste soyez consistant, d'accord? Si vous décidez d'y aller avec des barres en dessous, comme ça, je vous invite à maintenir les barres en dessous constamment. Ne pas changer entre des camel case, en fait, ou encore des barres en dessous. Ce n'est pas nécessairement l'idée la plus judicieuse, d'accord? Donc là, on a ça. On a cette tâche-là. Là, c'est le message d'erreur principal que je voulais vous montrer et la petite discussion que je voulais avoir par rapport à ça. C'est souvent des noms des noms par rapport des noms de fichiers aussi qui peuvent arriver. Sinon, il peut y avoir d'autres formes d'erreurs. Je vais pas nécessairement toutes les aborder, mais regardez, je vais peut-être plus axer cette vidéo aussi sur comment repérer des cas de figure qu'on a un programme qui ne se comporte pas comme on le voudrait. Donc là, on va rouler ça. OK. Là, est-ce que ça marche? On va voir ça. Oui, ça marche. OK, mais ça marche dans le sens que le programme roule, mais regardez, le carré il bouge de manière très erratique, hein. Euh, c'est pas du tout ce qu'on souhaitait. C'est pas du tout comme ça que j'imaginais cette tâche-là quand je voulais l'implémenter. Et j'ai passé un bout de temps de me demander pourquoi. Euh, Au-delà de se demander pourquoi, on peut essayer de y aller de manière systématique pour voir où est l'erreur. Donc là, première chose qu'on peut faire, on peut simplement découper la tâche. Dans la vidéo précédente, j'ai montré qu'on pouvait faire bouger les stimuli sur un écran. Donc là, ce n'est pas ça le problème. On peut le faire. Euh, et ce qu'on peut faire, c'est simplement vérifier, est-ce que c'est la souris le problème? Donc là, ce qu'on peut faire, on peut très bien décider que, par exemple, on peut faire ça et, excusez-moi, est-ce qu'il y a une manière de juste le... Et voilà, c'est ça que je vais faire. Testing disable. Donc là, vous voyez, même si on utilise souvent CircuitPy, on ne connaît pas tout par cœur. Ce n'est pas ça le but non plus. Donc là, on va simplement disable ça. On peut aussi... ça peut être une manière de faire, d'accord? Donc là, on peut rétrécir la tâche. On peut essayer de la rendre plus simple. Est-ce que ça va changer quelque chose? On va voir. On a un carré qui bouge. Est-ce que ça règle le problème d'avoir enlevé la souris? Non. Et donc là, est-ce que c'était la souris le problème? Non. Donc, voilà, on peut simplement le laisser rouler. Voilà, merci. Tant qu'à faire, on peut aussi bien les remettre là.
There we go. Donc là, c'est pas ça le problème. L'autre solution, évidemment, comme je l'ai dit, ce qu'on peut faire, on peut très bien mettre des sections de code en commentaire, là. Donc là, vous voyez, j'ai mon code. On peut essayer de voir c'est où le problème. Est-ce que c'est ça le problème? Si on pense que c'est cette ligne de code-là, le problème, par exemple, je ne vais pas le tester ici, mais parce que ce n'est pas ça, euh, vous pouvez simplement le mettre en commentaire, hein. C'est tout à fait possible. By the way, en Python, pour mettre des commentaires, c'est des hashtags. La plupart d'entre vous peut-être le savent. Si maintenant qu'on a plein de code et qu'on veut mettre une section de code en tant que tel en commentaire, on peut faire ça. Puis après ça, quand on veut que ça arrête, on met ça ici. D'accord? Voilà. Donc là, ça, c'est tout ce que je vais vous montrer. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc là, on va remettre ça à comment c'était. Si on ne ferme pas ce bloc de commentaires-là, évidemment, tout va être en commentaire, là. Donc là, on va juste l'enlever. Voilà. Plus de problème. OK. On va cancel parce que de toute manière, on n'a rien fait. OK. Maintenant, là où ça peut devenir intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut déterminer l'erreur. Regardez ici, j'ai préparé un fichier en VS Code, là. Pour ceux qui n'utilisent pas VS Code couramment, en fait, c'est simplement une interface pour coder, en fait. C'est super chouette à ce moment-là. On n'a pas besoin de VS Code pour faire du PsychoPy. Euh, ça peut être utile dans certains moments si on veut s'amuser davantage à coder sans interface graphique en tant que tel. Alors, regardez ici, j'ai différentes variables. On a un programme qui est très utile ici, qui comporte différentes variables et qui permet en fait simplement de, de faire une addition sur une valeur qu'on veut en tant que telle, en fonction de la longueur de la longueur, excusez-moi, d'à quel point est-ce que le chiffre qu'on insère comme argument de fonction est important ou non en tant que tel. Euh, et moi, ce que je veux savoir, c'est quoi la valeur, en fait, de mes différentes variables pour chacune des itérations de la boucle en tant que telle. C'est quoi la valeur de x et c'est quoi la valeur, finalement, de l'argument que je mets ici. Ben, on peut rouler ça. Je n'ai pas besoin du print, on va l'enlever. Ce qu'on va faire, on va simplement faire appuyer ici. Ce que je vais vous illustrer, c'est regarder, on peut vraiment, en fait, y aller avec des interfaces bien faites comme VS Code, simplement voir, en fait, qu'est-ce qui se passe en tant que tel à chaque itération. Donc là, si on continue, vous voyez la valeur de x change. Donc là, on a mon argument qui change aussi. On continue comme ça. On continue encore. Et là, ça s'update à chaque itération. D'accord? La mauvaise nouvelle, c'est que sur CircuitPy, il n'y a pas de debugger. OK? Donc là, ça, c'est sûr, c'est vraiment un gros problème, là. Un gros problème. C'est pas un immense problème, mais c'est quelque chose qui peut être assez achalant, là. Donc maintenant, comment est-ce qu'on veut voir qu'est-ce qui se passe sur nos variables, finalement, dans différents moments? Moi, la solution que j'ai trouvée, que je vous propose, c'est d'y aller avec, finalement, les composantes ici et simplement, en fait, d'afficher sur l'écran la valeur des différentes variables qui sont importantes dans notre programme pour chacun des cas de figure. Donc là, moi, ce que je soupçonnais, là, c'est qu'il y avait quelque chose de bizarre avec mes murs. Donc, là, mes murs fictifs de X et Y, là. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement imprimer un texte qui va afficher, en fait, par exemple, l'une des valeurs qui correspond à mon mur en tant que tel. Donc là, vous voyez ici, je peux simplement afficher le random boundary X. So, je vais faire ça immédiatement. Voilà. Donc là, on va vraiment avoir une vue à temps réel, finalement, de notre valeur. Et c'est ça qu'on veut en tant que tel. D'accord? Donc là, on a ça. Et on va set every frame, évidemment. Et ça, on va pas mettre de durée en tant que tel. On va mettre simplement le $my duration. C'est bon pour ça? OK. Et puis là, est-ce que ça a bien mis? Ça a bien compris? Oups, c'est un signe de dollar. J'ai pas un signe de pourcentage. Voilà. Attention aux petits typos, évidemment, ils arrivent, là. Mais admettons, on a ça. Et là, on peut bien vérifier qu'est-ce qu'on a fait. OK. Maintenant, on peut rouler ça. L'idée, c'est simplement de voir, en fait, encore une fois, c'est quoi la valeur de certaines variables clés de ce qu'on veut faire dans différents moments de la tâche. OK. Là, vous voyez ici, on a un problème, là. Ça n'affiche pas comme on veut. OK.
Je pense que c'est parce que j'ai oublié un signe de dollar. Mes excuses pour ça. Je pense que c'est bon que je le garde dans la vidéo parce que simplement pour vous montrer que ce genre d'erreur-là arrive, là. C'est vraiment, c'est niaiseux, mais c'est vraiment important de se le rappeler. Donc là, voilà, on va le rouler ça encore. Bon, voilà. OK, vous voyez, là, vous avez des frontières qui changent à comme chaque fraction de seconde. Ça, on veut pas ça. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi ça fait ça? Euh, on peut se dire comme hypothèse, OK, mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque fraction de seconde. On a fait des valeurs aléatoires qui vont changer à chaque fraction de seconde. C'est pas exactement comme on voulait, d'accord? Donc là, ce qu'on voulait, c'est que seulement quand il y avait un contact avec le mur, que là, il allait avoir un changement, en fait, de valeur. Mais là, c'est pas ça qui se passe. Donc là, si on le met dans begin routine plutôt, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça, ce qu'on va faire, pour pas rendre ça définitif, on va simplement le mettre en commentaire. On va mettre ça ici, tiens. On va le retester, d'accord? Et là, on va voir est-ce que ça change quelque chose. OK. Là, on a un message d'erreur. OK. Donc là, ici, on a simplement en fait l'idée que ça. Fait, vous savez, comme en Python, on a beaucoup de library qu'on appelle là. On peut simplement en fait faire une importation dès le début. Donc, c'est ce que j'aurais dû faire en fait. À la base, on devrait toujours faire ça de même, mais pour une raison que j'ignore, je ne l'ai pas fait ici. On va le rouler ça. Fait, juste, j'aurais pu vous montrer le message d'erreur, là, mais je pense que vous l'aurez compris à ce moment-là. OK. On a quelque chose qui est là, qui fonctionne déjà mieux, mais parfois qui reste coincé là. Vous voyez, c'est très étrange. Parfois, il va y avoir un changement de valeur. Donc là, juste pour vous montrer clairement, là, euh, on a une valeur, je vais la rouler encore. On a une valeur qui est associée en fait à on a une valeur, en fait, vous voyez ici, qui ne change plus nécessairement à chaque fraction de seconde. Donc là, ça montre vraiment que notre manipulation a fonctionné, mais on a toujours des bugs comme ça qui arrivent. Et c'est probablement parce qu'on a des moments dans lesquels le carré est juste coincé entre des valeurs aléatoires qui deviennent très proches l'une de l'autre. Et là, finalement, on a ce genre de situation-là. Alors, ce que je voulais illustrer avec cette vidéo-là, c'est que finalement, on peut très bien voir la valeur de certaines variables importantes à ce sujet. La mauvaise nouvelle, c'est que cette solution-là n'est pas la bonne. Donc là, je vais vous revenir avec une autre capsule vidéo sur comment faire pour de vrai, comment la tâche devrait se comporter pour de vrai. Et ça va me forcer en fait à aborder avec vous la notion de détection de collision. D'accord? Donc là, je vous reviens dans une autre vidéo à ce sujet.